Bonsoir à tous, les copains. Bienvenue dans un nouvel épisode du Bluecast. Aujourd'hui, on est avec Raphaël Dacruz. Comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah écoute, ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation, surtout. Raphaël, t'es journaliste, C'est ça. indépendant, mais tu travailles dans plein d'endroits différents. C'est ça, comme je suis indépendant, il faut que je puisse gagner ma croûte avec, avec différentes missions. Donc, je travaille dans l'émission Le Code Review sur Apple Music avec Sandra Gomez et Mehdi Maizi. Je présente un podcast qui s'appelle BPM chez Bouscapé, dans lequel pendant un peu plus d'une heure on discute avec des beatmakers, des compositeurs sur leur parcours, leurs inspirations, leurs réflexions musicales. Je suis chroniqueur dans une émission sur France 4 qui s'appelle Culture Box, où je parle de l'actualité du rap français ou international. Et je suis rédacteur pour un site, un magazine en ligne qui s'appelle l'ABCDR du son. J'y écris depuis 14 ans maintenant. Et d'autres choses, parfois je fais du documentaire, parfois je fais des recherches d'archives sur du documentaire. Ouais. Je participe à des livres collectifs. Là, c'est le cas par exemple le dernier qu'on a sorti avec l'ABCDR du son. Voilà, la folle vie de journaliste indépendant où il faut savoir être un peu polyvalent, couteau suisse, faire plein de choses, voilà. Elles ressemblent à quoi tes journées du coup? Parce que genre, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce mystère. Même moi, je l'ai, alors que je fais la même chose, tu vois. Mais avec mes amis qui sont journalistes indépendants, genre, je me demande toujours à quoi ressemble ce genre de journée, parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, tu vois. bah ça dépend ce sur quoi je travaille, tu vois. Ouais. Si effectivement je dois préparer un épisode de BPM, bah je me fais une playlist de tout ce qu'a produit, ou à peu près tout ce qu'a produit, tu vois, le producteur, pour comprendre et avoir une espèce de vue d'ensemble de ce qu'est son style de production, quelles sont aussi ses évolutions à travers sa discographie, et ensuite qu'on en discute, quoi. Donc j'écoute, je prends des notes, voilà. Et c'est un peu la même chose aussi pour le code review, quand on parle d'un ou d'album de disques de manière générale dans l'émission, bah j'écoute une fois, deux fois. D'abord je peux me concentrer sur les choix musicaux, les instrus, parfois juste sur les lyrics, parfois sur comment le rappeur ou la rappeuse interprète, c'est-à-dire en termes de flow, de tonalité de voix, tu vois. Donc c'est ça, c'est beaucoup de temps d'écoute. Ouais. Parfois c'est des temps d'écoute où j'ai besoin de ne faire que ça, c'est-à-dire que je vais même sortir de chez moi, je vais écouter, je vais prendre des notes en même temps que je marche, tu vois, par exemple, ou genre de choses. Et après bah c'est des tournages, donc on a un rendez-vous à telle ou telle heure pour différentes choses. Culture Box c'est pareil aussi, tu vois. C'est même des journées de tournage encore plus soutenues. Ouais, parce que c'est la télévision, donc tu vois, il y a des rendez-vous très tôt, il faut passer au maquillage, il y a des tests à faire, donc c'est des journées plus longues, quoi, tu vois, que sur cette culture internet où on est un peu plus libre, tu vois, plus à la cool, quoi. Et voilà, donc mes journées sont très très variables, d'une semaine à une autre. Ce que je peux faire tel jour, c'est pas ce que je peux faire le lundi de la semaine d'après, tu vois, donc voilà. Mais l'essentiel de ça, c'est écouter, penser, essayer de produire un discours, avoir déjà un regard critique sur son propre discours, tu vois, sur les biais qu'on peut avoir, pour essayer de se mettre à la place de l'artiste, tu vois, de comprendre ses intentions, de comprendre aussi comment le public peut percevoir et pourquoi ça peut être différent de comment moi je perçois les choses aussi. Donc c'est que ça en fait, c'est produire de la pensée sur ce qui est déjà un produit de la pensée humaine en fait, qui est de l'art, quoi. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que des fois est-ce qu'il y a eu des moments où tu sentais qu'il y avait genre comme trop d'informations à emmagasiner, et où ça a été par exemple plus dur, tu sais, de te mettre dans le mood et d'écouter en fait, et de tirer quelque chose de tout ça? Je pourrais te dire probablement oui, j'ai pas d'exemple précis en tête. Après c'est comme tout le monde, on est humain, donc il y a des périodes où de manière très pragmatique, tu penses à comment tu vas finir ta fin de mois. Il faut que moi je suis père de famille, donc il faut que je pense aussi à ce que je vais faire comme activité avec ma fille quand je vais la chercher, ce qu'on va faire avec ma compagne, tu vois, pour passer du temps en famille aussi. Donc oui, il y a peut-être parfois où c'est pas aussi mécanique, tu vois, et aussi c'est pas aussi direct. Quand ça arrive, c'est génial. Quand tu sens que t'arrives à te concentrer uniquement sur tes tâches et à bien séparer les choses, oui, tu vois. Et des fois, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que le temps, c'est important aussi, tu vois, dans le métier que je fais. Le temps, c'est important, et c'est vrai que j'aime aussi avoir ce confort de se dire, bon, il faut que je prépare telle interview, il faut que j'écoute tel disque pour
en faire une critique. J'aime bien, tu vois, avoir le temps de le faire. Généralement, ça va. Parfois, ça a pu arriver que ça se fasse un peu plus dans l'urgence, mais globalement, ça va. J'arrive à trouver un peu l'équilibre sur comment trouver le temps professionnel nécessaire pour essayer d'aller au bout de ce que j'essaye de faire. Et le contrebalancer aussi avec ma vie personnelle, parce que c'est un peu le défi des métiers passion, c'est que c'est très chronophage, tu vois. Et à partir du moment où c'est plus seulement que ta gueule, c'est aussi ta vie de famille, tu vois. À partir du moment où t'as un ou des enfants, j'ai beaucoup de respect pour certains justement de mes confrères ou de mes consoeurs qui n'ont pas qu'un seul enfant, qui en ont 2, 3, tu vois. Et je me dis, c'est fort comment, tu vois, arriver à gérer tout ça, quoi. Et t'es jamais tombé dans le piège de... C'était avec un ami que je discutais de ça, parce que lui, il est tatoueur. Du coup, pareil, indépendant, tu vois, il organise son temps lui-même. Et on se faisait la réflexion, mais en fait, on voulait pas de 35 heures, mais au final, on se retrouve à travailler genre un peu, tu sais, 7 jours sur 7, n'importe quand et tout. Genre, toi, t'arrives à organiser ton temps par rapport à ça? Par la force des choses, oui. On va revenir un peu en arrière, tu vois, sur mon parcours. En 2018, je deviens journaliste musical vraiment à plein temps. Après des années à en faire un petit peu sur le côté de mon activité principale, qui était journaliste dans une télévision locale, tu vois. Je faisais vraiment du journaliste généraliste. Et c'était un peu c'est un métier où j'ai appris beaucoup de choses, tu vois, et c'était pas qu'un métier, juste un métier alimentaire, tu vois, parce que j'étais quand même content pendant un certain moment de le faire, mais au bout d'un moment, tu te lasses, tu vois, je me suis un peu lassé, j'ai vu qu'il y avait d'autres opportunités justement dans le journalisme musical parce que c'était au milieu des années 2010, donc tu vois, c'était au moment où on commençait à avoir l'embellie, tu vois, pour la musique, en particulier pour le rap et les musiques affiliées, quoi, et qu'il y avait des possibilités professionnelles. Au-delà de ce que je faisais à côté, l'ABCDR du son, No Fun, l'émission La Sauce, tu vois, sur OKLM Radio. C'était vraiment de ça des à côté, tu vois. Et en 2018, je me lance à temps plein. Et effectivement, là, il y a eu un moment donné où je travaillais 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, quoi. Et en fait, c'est l'année où, quelques mois plus tard, ma fille est née. Donc, ça a dû te calmer. En fait, par la force des choses, oui, au bout d'un moment, en fait, t'es obligé parce que tu recentres tes priorités. Et tu peux pas sacrifier ton bien-être, le bien-être de ta famille, le bien-être de ton couple aussi, parce que il faut être 2 pour faire un enfant, pour l'élever, et il peut pas y en avoir qu'un seul qui bosse et l'autre qui a aussi un travail. Donc non, en fait, il y a une question d'équilibre, il y a une question de communication, de dialogue, de plein de choses, et puis de s'interroger soi-même. Elles sont mes limites. C'est le burn-out assuré aussi, tu vois. Même si tu fais des choses par passion, t'es pas une machine, quoi. Donc par la force des choses, je pense que dans la vie, il y a des moments où la vie te rattrape, et voilà. Et du coup, c'est à toi de trouver le point d'équilibre, justement. Et c'est une discipline de tous les jours, tu vois. C'est un équilibre de tous les jours de trouver ça, parce que tous les ans, il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver. Ta famille évolue aussi, tu vois. Donc, il y a d'autres besoins, etc. Donc, il faut avoir une conscience de ça, tu vois. Et constamment s'interroger sur, OK, est-ce que j'arrive à trouver l'équilibre? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que il y a des moments où, justement, je suis pas en train de mordre la ligne, tu vois. Donc voilà. Ok, waouh. Faut que je prenne exemple. Mais si je peux me mettre, t'as quel âge, toi? 24. Mais ouais, mais tu vois, on n'a pas le même âge aussi, et tu vois. Et je vais te dire un truc, ça va faire vraiment le mec vieux, tu vois, qui dit ça, mais. Tu peux y aller, là, je vais sur mes 37 mois. J'avais pas la même énergie et la même capacité d'encaisser des trucs à 24 que je l'ai aussi maintenant. Donc de toute façon, en fait, tu vois, il faut savoir s'écouter. Et si t'arrives à t'écouter, si au bout d'un moment tu sens que de toute façon tu tires sur la corde, ton corps te le rappelle. Et c'est à toi de savoir ou pas si tu veux l'écouter. Donc de toute façon, tu vois, à des moments de ta vie, t'as une forme dans le sens de capacité physique différente que t'as plus tard, tu vois. C'est vrai. Voilà. Mais si déjà, toi, tu commences à y réfléchir, à avoir conscience de tes limites, c'est bien, c'est très important. C'est très important. Ça sera encore mieux si je m'écoutais. En tout cas. C'est difficile parfois, hein. On n'est pas les meilleurs conseils. Il faut savoir bien s'entourer aussi, parce que parfois, les personnes expertes te disent: t'es sûr là que tu n'as pas besoin un peu de... Tu vois, Fakar, il m'a dit ça hier. Salutations à Fakar. Salutations à lui. Comment... Alors, attends. Mon cerveau, il bug, c'est bon. T'inquiète. Je suis de retour. Comment t'as pris conscience que t'aimais le journalisme et comment
t'as pris conscience que t'aimais le rap et comment t'as mélangé Comment j'ai mélangé les deux? Bah, c'est un peu quelque chose de parallèle. Moi, j'ai grandi dans une famille où mes deux parents sont des mélomanes. C'est pas des musiciens, si tu veux. Ouais. Mais c'est des gens qui ont grandi avec la musique pop, tu vois. Bah, ils sont de la génération de ce qu'on appelait les 30 glorieuses, tu vois. Donc, c'était l'effervescence de la musique pop au sens très large, tu vois. Donc, la musique, ça les a toujours accompagnés. Mon père est un immigré portugais. Il a même appris le français, tu vois, grâce à la musique ou à la chanson française qu'il entendait à l'époque, etc., tu vois. Ça, c'est génial, tu vois. Ouais. Et je pense que sans forcer, parce qu'il y avait toujours de la musique à la maison de manière très éclectique, il pouvait écouter du rock, du disco, de la musique brésilienne, de la musique portugaise, plein de choses. Bah, ça a nourri mon goût pour la musique, tu vois, pour les mélodies, pour les textes, etc. Mais il s'avère que ouais, je sais pas, je suis né à la fin des années 80, milieu des années 90, je suis un enfant, je regarde les clips à la télé, j'écoute la radio, et en fait, je me prends les premiers grands tubes de rap et ça me pique, en fait, tout simplement. Ouais. Puis c'est un peu dans le prolongement de choses qu'écoutait mon père, tu vois, puisqu'il écoutait du funk, du disco, tout ça, c'est le même arbre généalogique, tu vois, musical. Donc je pense que de manière générationnelle et puis avec des petites choses que inconsciemment il a implantées dans ma tête, il y avait un sens, tu vois, à ce que finalement ce soit cette musique qui me touche. Pour plein de choses aussi, tu vois, sur ce que rappellent les rappeurs français, cette conscience de classe qu'il y avait, tu vois, cette conscience justement aussi de conscience immigrée, tu vois. Enfin, moi, il y a mille et une raisons, tu vois, si on fait une espèce de psychanalyse qui fait que c'est aussi cette musique-là, je pense, qui m'a touché. Et puis je pense que c'est le rythme, comment ça sonnait. Moi, ma porte d'entrée vraiment où je sens que cette musique j'aime ça, en fait, c'est If I Rule the World de Nas El Roi Nil. Et vraiment, je sais pas, il y avait tout qui me plaisait dans ce morceau, c'est-à-dire la voix de Nas, tu vois, le grain vocal de Nas. Je me souviens vraiment, en étant petit, à trouver sa voix fascinante, tu vois. Le style qu'il avait aussi, en plus, dans le clip, tu sais, ils sont sur un boulevard, là, de nuit, il y a plein de lumière et tout. Comment sonne le rythme, comment évidemment sonne la voix de Lauryn Hill. Donc, je pense que il y a eu tout ça, et puis, tu sais, au fur et à mesure, il y a plein d'autres tubes qui arrivent, tu achètes, je sais plus où tu te fais offrir ton premier album de rap, c'était le The Score des Fugees. Ok, waouh. Après, il y a l'école du micro d'argent d'Ayam. Et en fait, ça, c'est les premiers disques, tu sais, les premières œuvres complètes que j'écoute de rap. Et à partir de là, je m'y passionne, je me passionne de cette musique. J'arrive à l'adolescence et je commence à vouloir aussi, comprendre, tu vois, ce qu'est cette musique, tu vois, d'où viennent les artistes, c'est quoi un peu leur mode de pensée, comment elle est faite aussi, et je commence à acheter de la presse rap, sachant que j'ai grandi, moi, dans une famille où mes parents regardaient beaucoup l'actualité à la télévision, tu vois, on mangeait devant les infos, tu sais, c'était encore l'époque il y avait que la télé et 6 chaînes, tu vois, et donc, tu mangeais devant le 19-20 ou le 20h ou le 13h, exactement. Les guignols de l'info. Exactement, tu vois. Et en fait, et en fait, je pense que cette espèce de curiosité qu'avaient mes parents pour ce qui se passait dans le monde, tu vois, à travers leur écran de télévision, qui a aussi ses limites et ses biais, hein, tu vois, déjà à l'époque. Hein. Mais bref, peu importe, je pense que ça m'a intéressé, tu vois. Ok, donc en fait, on vit pas que dans un petit endroit clos. Il se passe plein de choses dans le monde. Et je pense que ça m'intéressait, tu vois, ça me plaisait. Et en fait, arrivé au lycée, alors que je suis passionné de musique, que je lis de plus en plus de choses dessus aussi, tu vois, Internet arrive à la maison, où je commence à télécharger des trucs et à lire en anglais, tu vois, c'est certaines choses qui commençaient à exister en Internet, tu vois, sur l'app aux États-Unis comme en France. Et je m'interroge, je me dis je vais faire quoi de ma vie, tu vois, c'est l'orientation, qu'est-ce que je vais faire, je vais m'orienter vers quoi, et je me dis peut-être que le journalisme ça pourrait me plaire, tu vois. Et j'ai fait après des études dans ce sens, avec des stages dans des petits journaux locaux d'abord, tu vois, en commençant à écrire sur la musique aussi, tu vois, vers 2004, 2005 sur Internet. Donc voilà, tu vois, en fait les deux ont été très parallèles, jusqu'à ce que je commence ma vie active au début des années 2010, après avoir fait mon école de journalisme, tu vois. Je commençais déjà à écrire pour l'ABCDR du son, mais je commençais déjà à bosser pour cette télé locale dont je te parlais. Donc tout a été très parallèle jusqu'à ce que vraiment tout se rejoigne à temps plein, comme je te le disais, en 2018, quoi. Et comment t'as trouvé l'ABCDR du son ? Comment t'en es arrivé à travailler avec l'ABCDR ? Donc en fait, au début des années 2000, au moment où je commence à lire des choses sur Internet, donc au début j'étais vraiment très presse, tu vois, j'étais abonné à un magazine qui s'appelait Groove, qui a duré jusqu'en 2008-2009. Moi je crois que j'ai été abonné jusqu'en 2005-2006 par là. Donc de 2000 à 2005-2010, j'ai lu beaucoup le Groove et puis d'autres magazines de temps en temps que j'achète individuellement. Et mais tu sais, en fait la passion nourrit la curiosité. Donc je voulais en savoir plus. Et tu sais comme en plus
j'épluchais les livrets, tu vois, j'avais pas 10 000 CD à la maison, mais je les connaissais par cœur jusqu'au livret en remerciement, tu vois. Tu lis les crédits. Ouais, exactement. Et tu sais, je voyais produce by ou produit par, composé par, et puis contient sample de. Et donc, tu sais, sur internet, bam, j'avais Casa à l'époque, Casa après Emule. Et donc, je commençais à télécharger les morceaux originaux. Donc, et tu sais, je fais, mais ces producteurs, c'est qui? Ces artistes qui ont été samplés, c'est qui? Et en fait, à force de fouiller, de lire des trucs, je tombe sur un site à l'époque qui s'appelle Bounce to This. C'est le premier site d'ailleurs sur lequel moi j'ai écrit quelques chroniques. Ok. Qui avait été créé par DJ Dirty Swift, que j'ai rencontré bien des années après chez Move en plus. Donc ça, c'est rigolo pour l'histoire, tu vois. Ouais. Au moment où je commence à travailler à temps plein, et c'est notamment chez Move, je rencontre Dirty Swift pour la première fois, alors qu'en fait, on se connaissait de 14 ans avant, quand j'avais commencé à écrire sur son site, mais on s'était jamais vu. C'est fou. Donc ça, c'est rigolo, tu vois. Et en fait, en continuant à lire, en fait, je tombe un jour sur l'abécédaire du son. Et je me prends une tarte parce que ils avaient une espèce d'approche d'analyse érudite qui pouvait être parfois... qui était souvent bienveillante, mais jamais complaisante, tu vois, quand il y avait des choses qui leur plaisaient pas. Et ça m'a parlé direct. Je me suis dit, c'est ça. En fait, moi, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire avoir ce truc poussé dans l'analyse, aussi bien dans les interviews qu'ils pouvaient faire que dans leurs chroniques. Et j'ai été pendant 5 ans, de 2005 à 2010, un lecteur assidu de l'abécédaire du son, en continuant à écrire de temps en temps sur Bounce to This, en m'inscrivant sur le forum de l'abécédaire aussi. J'ai rencontré des gens formidables que j'ai après rencontrés en vrai, tu vois. Et en fait, en 2010, en discutant sur Facebook avec un des membres, il me dit, mais ça t'intéresserait pas d'écrire pour nous? Parce qu'il avait déjà vu des trucs que je pouvais écrire. Et en fait, tu sais, j'avais toujours un espèce de syndrome de l'imposteur, de me dire, mais non, l'abécédaire, c'est trop haut, en fait. Je peux pas écrire pour eux, c'est pas possible. Et ils sont trop forts, je suis pas à leur niveau. Et ils me proposent. Et c'était au moment où, en fait, je préparais justement mes concours d'école de journalisme, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est peut-être un signe, tu vois. En fait, j'y suis maintenant, en fait, donc allons-y. Et en fait, avril ou mai 2010, ça va très vite, puisque je leur propose un article sur les samples très internationaux que choisissait Timbaland, tu vois. Ton premier article de l'abécédaire, c'était sur les samples. C'est sur les samples, parce que c'était ma passion en ce moment-là, ça l'est toujours. Et c'était sur comment Timbaland va chercher des samples de la terre entière dans ses musiques. Et je crois une semaine après, je fais ma première interview avec eux. Enfin, j'en avais déjà avec quelques-unes avant. Ouais. Avec Desporuti qui venait de sortir son album Conviction suicidaire. Et après, pleine intégration. Et depuis, j'ai continué à bosser avec eux, à trouver ma place, quoi. Ok, waouh. Alors là, j'ai envie de rebondir, mais j'ai envie de rebondir sur plein de choses. J'ai dit trop de choses, désolé. Non, c'est trop bien. Comme dirait mon pote Rollo de Marseille, j'ai la boco à Marseille. C'est ça, quand les gens parlent trop, voilà, j'ai un peu la boco. J'ai la boco. T'as la boco. C'est très drôle comme expression, je la garde celle-ci. Waouh. Mais en fait, déjà, par rapport au sample, parce que j'ai vu dans une interview, du coup, que tu disais que t'avais essayé de faire des instrus et tout. Oui, alors tu vois, parallèlement à ça, en fait, au moment où je commence à me passionner pour le rap, en fait, j'ai un ami d'enfance, un de mes meilleurs potes que j'ai toujours aujourd'hui, que je connais depuis le CE2. On s'est accompagnés, tu vois, dans cette passion pour le rap. Dans notre entourage, pas tout le monde a été aussi passionné que nous. Il y a des gens qui pouvaient en écouter, des gens que ça intéressait pas. Nous deux, vraiment, on s'est un peu tirés, tu vois, tous les deux sur cette passion-là. Et lui, il a toujours été passionné par tout ce qui était DJing, tu vois, etc. Et un jour, un copain de sa sœur, je sais plus comment ça se fait, il lui donne je sais plus si c'était la démo ou le logiciel, un truc qui s'appelait Hip Hop EJ 2. Okay. Et qui était un logiciel de composition musicale, donc sur ordinateur, tu vois, virtuellement. Un peu sommaire, tu vois. En fait, c'est un peu l'ancêtre de ce que va devenir FL Studio, tu vois, voilà. Et en fait, je l'installe sur l'ordinateur familial qui ramait comme pas possible, là. On les connaît, ceux-là. Qui était seulement accessible pour tout le monde, tu vois. Donc, il y avait aussi des heures où tu pouvais y aller. Et je l'installe, je crois que c'était à l'été 2001, je crois. Ouais. Et tu sais ce que c'est quand t'es ado, que tu pars pas forcément en vacances, etc. quoi. En fait, je passe, je crois, le mois de juillet dessus. En fait, je commence à faire mes premières instruments, mais avec les espèces de boucles qui existaient déjà dessus, tu vois. Ouais. Et en fait, je crois que ça m'a permis de répondre à plein de questions que je me posais inconsciemment sur comment est faite cette musique, tu vois. Pourquoi les hi-hats ça sonne comme ça et pourquoi c'est aussi régulier, à quoi ça sert, comment sonne une caisse claire, comment sonne une grosse caisse, un sample, comment tu le découpes.
Et en fait, à force de bidouiller ce truc-là, en fait, je comprends un peu ces mécanismes-là, tu vois. Et plus je lis en plus des articles sur le beatmaking, plus ça me permet de faire le lien. Et effectivement, après, j'arrive à faire du sampling avec Audacity, tu vois, où je fais de l'édition tu vois, j'arrive à découper les samples, à les importer. Bref, c'est vraiment de la bidouille de pas possible. Ouais, Audacity. Voilà, c'est ça. Et je crois que en tout et pour tout, entre, je sais pas, 2001 et je crois que la dernière instru que j'ai dû faire, c'est 2010, j'ai dû faire 30 prods, tu vois, j'en ai pas fait beaucoup. Mais ça m'a permis de comprendre plein de choses, tu vois, sur le fonctionnement de ce qu'est une production. Et quand en plus je lisais des choses à côté, je commençais à regarder des vidéos, il y avait enfin tu sais, les premières vidéos qu'il y avait sur le beatmaking, où tu voyais Just Blaze en studio. C'était même pas vraiment des tutos, c'était une espèce de démonstration de ce qu'ils faisaient sur leur MPC, tu vois. Ah oui, t'avais les hitmakers, t'avais Just Blaze qui était en studio, qui montrait ce qu'ils faisaient avec Rick Rock, avec tous ces synthés bizarres et tout. Et en fait, ça permet de comprendre aussi, tu vois, la logique qu'il y a derrière et la manière de fonctionner. Et ouais, en fait, je crois que ça a nourri encore plus que l'envie de faire de la musique. Ça a plus, je crois, nourri cette espèce de curiosité et de fascination. Ouais, de cette fascination encore plus pour le son et pour les producteurs, et qui m'a donné aussi envie, je crois, jusqu'à aujourd'hui, de parler avec eux, tu vois, de son. Ok. Et pourquoi cette passion pour... J'ai l'impression que la question est tellement large, mais pourquoi cette passion pour le sample en particulier, mis à part le fait que tu sais, il y a du coup ce giga arbre généalogique, ouais, super passionnant, mais genre en mode qu'est-ce qui s'est passé genre la première fois que t'as compris? Oh là là, ça c'est génial, ça. Sample, genre. Ça c'est génial. Une fois j'ai lu un tweet, c'était très drôle, c'était genre la première fois que tu comprends ce que c'est un sample, c'est comme la première fois où t'as du sexe, tu vois. Il y avait quelqu'un qui avait tweeté ça et j'étais mort de rire parce que tu sais, c'est vraiment le dans ta tête, tu fais ah c'est ça. Et en fait t'as envie de creuser, t'as envie de gratter encore plus. Et je pense qu'il y a plein de raisons. C'est que je trouve ça fascinant comment d'une première matière sonore tu peux créer quelque chose de nouveau, tu vois. Et de toute façon, le hip-hop de manière générale, c'est vraiment un art de la débrouille et du recyclage. Dans la danse hip-hop, il y a beaucoup de reprises, de trucs tu sais, au début de mimes ou de mouvements de dessins animés ou ce genre de choses, tu vois. C'est comment en fait tu te réappropries des codes de la pop culture qui t'étaient à la base, comment dire, inaccessibles, parce que toute cette culture hip-hop, c'est des gens qui sont dépourvus de tout, tu vois, ou presque, tu vois, je grossis le trait, mais et qui à partir de la pop culture à laquelle ils ont accès, ou à partir des moyens auxquels ils ont accès, ils arrivent à recréer quelque chose. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie beauté là-dedans. Et c'est pareil pour le graphe, tu vois. Ils reprenaient des lettrages qu'ils voyaient dans les comic books, tu vois, par exemple. Et bah, ceux qui ont réussi à développer le son du rap et le son des musiques hip-hop de manière générale en, justement, retravaillant leur propre héritage musical. Et en fait, ça m'a passionné parce que t'as mille et une façons de faire sonner un sample. Comme t'as mille et une façons de faire une rime, de l'interpréter, tu vois, t'as plein de manières. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, et tu vois, il y a ce truc de la première fois que tu découvres, mais là, une boucle, un truc qui a été samplé, mais c'est aussi la première fois que tu captes que deux producteurs, ils vont tomber sur le même sample original, mais ils vont le travailler différemment. Il y en a un qui va le découper, il y en a un qui va l'accélérer, il y en a un qui va mettre des aigus, des basses plus forts, bref. Et en fait, ça me fascine. C'est comment, à partir d'une matière sonore qui existe déjà, et maintenant, tu vois, il y a des matières sonores qui sont faites exprès pour être samplées aussi. Et ça, je trouve ça passionnant ces dernières années. Tout ce qui est loopmaker, tu vois, qui ont démocratisé ça, et comment après les producteurs eux-mêmes doivent être assez intelligents pour retravailler cette base-là, pour pas faire quelque chose qui soit juste je prends la boucle, je mets un truc dessus, tu vois. Voilà, toute cette démarche créative est géniale. Et puis globalement, parce que le sampling pour moi ça a été une porte d'entrée pour ma culture musicale aussi, tu vois. C'est grâce à ça que j'ai découvert des artistes de soul que j'écoute encore aujourd'hui, des artistes de funk que j'écoute encore aujourd'hui. Ça m'a même ouvert à des genres musicaux qui m'étaient complètement étrangers, tu vois. Chez moi, il n'y a jamais eu de jazz, j'ai commencé à écouter du jazz, tu vois. Il n'y a jamais eu de blues, j'ai commencé à écouter du blues. Ça m'a fait découvrir des groupes de rock psychédéliques des années 70. C'est fou. Et en fait, tu vois, juste ça, merci au rap pour ça, tu vois. Même m'intéresser à des musiques électroniques, parce que
les deux sont tellement proches, tu vois, les musiques hip-hop et les musiques électroniques sont tellement proches, je veux dire déjà temporellement, en termes de racines musicales, et puis sur plein d'approches de techniques, tu vois, que pareil, en fait, je pense que c'est grâce au rap et à cette curiosité que ça nourrit chez moi, que j'ai pu découvrir plein de trucs, de la drum and bass, tu vois, des trucs auxquels, dans mon entourage, personne n'écoutait ce genre de musique. En fait, c'est vraiment le rap qui m'a permis de... Ça t'a ouvert plein de petites fenêtres. Exactement. Exactement. Ça a été quoi ta plus grosse révélation de sample? Genre, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, genre, t'écoutes une chanson que t'adores. Ok, c'est bon. Et un jour, tu tombes sur un bail et puis tu te rends compte que... J'ai complètement la réponse à ta question. Un des premiers gros albums de rap américain que je me prends au moment où je commence à découvrir le rap américain, c'est l'album The W du Wu-Tang. Ok. Qui est leur 3e album, qui est pas le plus réputé, tu vois. Wu-Tang Forever et Enter the 36 Chamber sont beaucoup plus réputés et sont meilleurs de toute manière. Mais en fait, moi, c'est ma porte d'entrée sur le Wu-Tang. Et il y a un morceau sur cet album qui s'appelle I Can Go to Sleep. Ok. Où est invité Isaac Hayes. Grand chanteur de soul, Memphis, Stax, enfin bref, grand compositeur et interprète aussi. Et en fait, donc au moment où tu sais, je fouille, tu sais, dans les crédits, etc., je vois, en fait, au moment où j'ai accès à la DSL à la maison et que je peux commencer à télécharger des trucs, bah j'ouvre mes livrets et le premier que je prends, bah c'est The W. Et donc je regarde un peu les sons qu'il y a dedans. Et donc je regarde ce morceau, I Can Go to Sleep, et je vois donc ça sample un morceau d'Isaac Hayes lui-même qui s'appelle Walk On By. Et j'écoute le morceau, c'est un sample ultra grillé. De la manière dont il l'a repris, je t'écoute le morceau, c'est un sample ultra grillé. Mais en fait, encore à ce jour, c'est ma porte d'entrée, ce morceau du Wu-Tang, et du coup ma découverte du sample, c'est vers la grande soul musique américaine. Isaac Hayes en particulier, qui est un de mes artistes fétiches de ce genre musical depuis plus de 20 ans maintenant. Perd son âme d'ailleurs. Et en fait, ouais, je me souviens précisément de la première fois. En plus, c'est un morceau qui dure 12 minutes. Wow. En fait, Isaac Hayes, c'est un mec qui faisait de la soul orchestrale, tu vois. Donc, il y a du mouvement, tu vois, dans son morceau. Il y a un climax, ça redescend. Il se passe plein de choses. C'est presque de la musique, tu sais, c'est presque de la musique classique, tu vois, au sens où c'est pas juste une mélodie pop qui va et qui revient, tu vois, dans un même morceau. Il se passe plein de choses, il y a du mouvement. Et ouais, je me souviens, au début, je comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Je comprends pas ce que c'est, tu vois. Même s'il y avait des codes déjà, en vrai, dans la musique qu'écoutait mon père, parce que mon père qui écoutait par exemple de la variété française des années 70, etc. C'est beaucoup des gens qui s'inspiraient de ce qui se faisait aux États-Unis, en particulier de la soul, quoi. Mais là, ouais, ce morceau-là, il est psychédélique, il y a des envolées de cordes, il y a la voix hyper grave d'Isaac Hayes, et ouais. Ça, en fait, je me souviens, c'est ce morceau-là qui m'a ouvert des portes. Tu vois, les cases dont tu parlais, c'est ça, ouais. Ok. Et plus récemment, je sais pas quelle fourchette temporelle prendre là, mais ouais, on va dire juste plus récemment, est-ce que dans les morceaux d'aujourd'hui, est-ce qu'on se concentre sur le français ou sur le comme tu veux aussi ouais, dans le rap français, tiens. Est-ce qu'il y a je vais refaire ma question. Prends ton temps. Est-ce qu'il y a un morceau de rap français qui est sorti récemment qui je sais pas pourquoi qui a un sample que t'as kiffé. Voilà, c'était ça ma question, les gars. C'était ça ma question. Mais c'est ça, à force de vouloir faire des belles phrases tout le temps, mon cerveau il capote. Et personne ne te jugera, d'accord? Personne ne te jugera. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Exactement. Alors c'est un peu un piège parce que je me souviens plus du nom du sample, mais oui, il y a un morceau en particulier. C'est un morceau d'un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Souffrance. En fait, sur son premier album, il a un morceau qui s'appelle Simba. J'adore ce morceau-là. Vraiment, je le trouve très beau en plus en termes de texte ou tout ça. Mais je me souviens, je m'étais pas intéressé au sample, mais je me souviens en marchant une fois dans Paname. Sur une place, je crois que c'était de côté de Châtelet, sur une place, il y a un espèce de danseur de rue, tu vois, qui danse, et en fait, il danse sur la chanson originale qui a été samplée sur le morceau Simba. Et tu vois, c'est le genre de moment où tu fais, oui, je connais ça.
Et en fait, du coup, j'ai adoré ce moment, tu vois. Et en fait, j'ai adoré écouter l'original. Ouais. Mais là, ça me revient plus parce que j'imprime plus autant qu'il y a quelques années, tu vois. Je me souviens plus du nom de l'interprète. Et du coup, j'avais été le réécouter et j'avais trouvé ça génial de tomber là-dessus, voilà. C'est Souffrance. Souffrance Simba, ouais. Souffrance Simba. Tiens, on va regarder tous les deux. Souffrance Simba. No Sample Snitching, les gars. Non, on va juste regarder ça. Parce que je sais même pas si ça a été déclaré, donc voilà, on va pas prendre le risque. Ok, je le laisse, je crois. Ah ouais? Ouais. Mais on ne dira rien. On ne dira rien. On ne dira rien, voilà. Dira rien. Tu l'as? Ouais, je l'ai, regarde. C'est ça. Ok. Ah bah oui, ok. Voilà. Alors on est tombé sur le même. Voilà, c'est ça. Le même truc. Donc voilà. Ok. Et en rap carry, il y a un morceau dont le sample m'a fasciné. Il y a un morceau de Vince Staples sur son dernier album qui s'appelle... J'ai un vrai problème avec les titres ces dernières années. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Vince Staples. Ah, son dernier album, il est fabuleux en plus. Ouais. Attends, comment il s'appelle le morceau? Cette émission va être très longue. Oh, tu sais. Depuis que j'ai fait... Attends, je crois que c'est avec Double Zulu, on a fait 1h40. Ah, mon gars Double Zulu. Donc... When Sparks Fly. C'est un morceau qui est génial en termes d'écriture déjà parce qu'il se met dans la peau d'un flingue dedans. Okay. Et il y a un sample qui est magnifique. Et pour le coup, il a été déclaré, donc j'ai plus le nom en tête encore une fois. Ouais. Mais j'ai découvert l'artiste original et le sample est absolument magnifique aussi. Donc voilà, ces dernières années, c'est un peu les deux là qui me viennent en tête. Ouais. Et est-ce que quand t'as commencé à écouter du rap, tout ça, tu faisais la distinction entre anglophone et francophone ou t'écoutais les deux de la même façon? J'ai eu des périodes selon les différentes productions qui se faisaient, tu vois, la direction globale. J'ai eu des périodes où j'ai décroché un peu du rap français, par exemple, au milieu des années 2000, je décroche un petit peu, mais parce que je commence à me passionner par plein de trucs aussi qui se passent dans le rap américain. Tu sais, c'est l'émergence de plein de scènes sudistes, Houston, la scène de Houston qui devient populaire, le crunk qui est en train de se transformer aussi en trap. Il se passe plein de choses qui me passionnent, le hi-fi qui arrive aussi depuis San Francisco, bref. Il se passe tellement de choses que j'écoute moins de rap français parce que ça me plaît un peu moins aussi de ce qui se fait à l'époque. Et à contrario, je crois que il y a des moments où j'ai peut-être un peu décroché du rap américain aussi. Ouais. J'ai pas de date en tête là qui me viennent à l'esprit, mais oui, c'est possible aussi, tu vois, qu'il y a des moments où j'ai un peu décroché, donc ça dépend. Mais je sais qu'à mesure des années, et ça même encore aujourd'hui, hein, je sais que j'apprécie de plus en plus écouter du rap américain et anglophone parce que je capte mieux en fait. Ouais. À mesure des années, en fait, mon anglais se perfectionne, ma compréhension, et donc même aujourd'hui, quand je réécoute des disques que j'écoutais avant, je découvre des choses que je captais pas toujours, tu vois. Il a dit ça. ouais, c'est même pas, c'est genre il a dit ça, mais c'est les tournures de phrases, c'est comment ils écrivent ça, c'est les subtilités de la langue anglaise. Et c'est des choses dont je pouvais comprendre la globalité, mais aujourd'hui que j'arrive à comprendre plus précisément, tu vois. Ouais. Donc voilà, si ça répond à ta question. Ça répond parfaitement à ma question. Est-ce que t'as une ère préférée de... Genre, par exemple, moi, je dirais que dans le rap US... Mon ère préférée, genre celle qui m'a vraiment marqué là, c'était genre 2012 par là avec le cloud rap. Genre quand il y a eu le A$AP Mob, tout ça. Ah, c'est difficile de dire si j'en ai des préférés ou pas. Mais je sais que le début des années 2010, dans le rap américain, ça a été hyper important pour moi. Parce que on sortait d'une période, tu sais, où tous les artistes américains mainstream, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, tu sais, essayaient d'aller dans l'électropop à la mode, tu sais, les trucs avec Guetta, etc. Et moi, ça me gonflait. Ah, ça me gonflait. Je détestais ça. Oh, la saturation. Et je crois que, ouais, l'arrivée de toute cette génération des TD, des A$AP, Action Bronson, Big Crit, Freddie Gibbs, tout ça m'a fait beaucoup de bien, effectivement. Nipsey, tu vois, là c'est l'arrivée de Nipsey aussi, l'émergence de YG avec DJ Mustard. Début des années 2010, je trouve qu'il se passe des choses absolument fascinantes. Le Brick Squad aussi, enfin tu vois, Waka Flocka.
Ouais, là, à ce moment-là, je trouve que c'est une période qui a fait énormément du bien au rap américain et où j'ai écouté énormément de choses et où je découvre des artistes qui sont toujours mes favoris encore aujourd'hui, hein, des gens comme Kendrick, notamment J-Rock, Schoolboy Q, voilà. Tout le Black Hippie. C'est encore des gens où je sais que c'est devenu une musique refuge. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai pas envie d'être dans l'actu, j'ai envie d'écouter des trucs que j'aime, et bah c'est vers ces artistes-là que je me tourne. Waouh, je te comprends tellement. Ça me fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Waouh. La musique refuge. Musique refuge, t'as vraiment mis un mot là. T'as mis un mot sur un truc, genre vraiment. Je crois que c'était il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours. J'étais en mode, oh là là, je suis fatiguée. J'écoute trop de trucs là. Ouais, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis un album de genre 2013, j'ai fait paf, et je crois que j'ai mis l'album en boucle pendant... Tu te souviens c'était quel album? C'était... Ça doit être Long Live A$AP. Ouais, je suis très prévisible. Quand on me connaît, je suis très prévisible. J'ai cru comprendre ton amour pour le A$AP. Pour le A$AP Mob. Revendiquer encore et encore, fois 1000. Pour revenir au journalisme, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de musique, mais bon, c'est lié aussi. Bah, évidemment. Donc c'est normal. Par rapport à l'écriture, est-ce que t'as déjà eu cette frayeur qu'on a tous eu, je pense, de se dire que avec le digital et tout, bah peut-être que ce qu'on écrit, ça va passer au second plan. Genre, est-ce que tu t'es déjà découragé? En fait, la presse, voilà, c'est ça. Ouais. La presse écrite. Globalement, aujourd'hui, oui. Ouais. Je pense que la majorité des personnes qui s'intéressent à cette musique, à la culture de manière générale, préfèrent regarder des vidéos. Ensuite, peut-être écouter des podcasts. Et lit de moins en moins, ça c'est certain. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai jamais eu ni l'ambition ni la prétention de parler à des millions de personnes. Si j'ai des occasions d'avoir des plateformes où je peux m'exprimer avec ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le dire en vidéo, etc., c'est cool. Mais je crois que je trouve jamais autant de satisfaction que quand je pose mes idées à l'écrit. Tu vois. Et j'ai moins le temps aujourd'hui, c'est plus compliqué pour plein de raisons, parce que j'ai déjà une activité professionnelle remplie, et parce que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'équilibre aussi à trouver sur la vie personnelle et la vie de famille. Mais je sais que par exemple, tu vois, quand on fait des bilans avec l'ABCDR du son et que je suis obligé de me remettre devant ma feuille blanche et écrire, et ben j'y prends du plaisir. J'y prends un vrai plaisir en fait à poser les idées, à rebondir sur des idées, à les développer, et puis tu sais aussi à faire de l'exercice de style aussi. C'est-à-dire que l'écriture, c'est aussi ça. C'est-à-dire que pour accompagner parfois une idée, c'est bien aussi de jouer avec les sonorités, c'est comme un artiste, tu vois, que ce soit un rappeur, un chanteur, peu importe, quoi. Je trouve ça cool, en fait. Alors, il y a des gens parfois qui disent « Ouais, mais ça, c'est de la branlette et tout ». En fait, c'est pas grave, on n'est pas d'accord là-dessus, c'est pas fait pour vous et je m'en fous en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas pour vous que je fais ça. En fait, déjà j'écris pour moi, et s'il y a des gens qui kiffent ce que j'écris, c'est encore mieux, tu vois. Et ouais, je sais que j'adore ça, et à chaque fois qu'on m'a proposé aussi d'écrire pour des articles un peu d'analyse plus longs, tu vois, comme j'ai pu faire avec les éditions Audimat par exemple. J'ai contribué à un livre sur la trappe par exemple, où justement je revenais aussi sur les instrus et l'évolution musicale de la trappe. Et ça, c'était un exercice que j'avais fait quelques années auparavant pour eux aussi, pour les éditions Audimat, sur ce que j'appelle moi l'âge de platine du rap new-yorkais, c'est-à-dire le moment où le rap new-yorkais prend un virage complètement synthétique après des années de beaucoup de sampling, etc. Et j'adore faire ça en fait. J'adore faire ça parce qu'il y a une espèce de satisfaction à l'écrit que j'arrive jamais à atteindre de manière orale, quoi. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Et c'est quoi la satisfaction, du coup, quand tes écrits se retrouvent dans un livre comme celui de l'ABCDR? C'est génial. Enfin, pour l'ABCDR, en plus, pour plein de raisons, c'est génial. Parce que, encore une fois, c'est un site qui existe depuis 24 ans, qui n'existe que depuis, la motivation, la force et l'envie de garder cette marque vivante, tu vois, par nos contributeurs.
On n'a pas de modèle économique, on n'a pas de publicité, on n'est pas on s'autofinance. C'est vraiment de la contribution bénévole, tu vois. Je crois que c'est juste parce qu'on a l'envie de parler sur cette musique, des choses qui nous intéressent, parfois des choses aussi qui nous dérangent, mais toujours avec une forme de bienveillance, parce que c'est une musique qui nous passionne et qui nous a apporté beaucoup. On ouvrait d'ailleurs notre premier livre, l'Obsession Rap, on l'ouvrait avec une citation d'Ekoué de la Rumeur qui disait, je vais sûrement la paraphraser un peu, mais il disait en gros, on a tant à donner au rap parce que c'est une musique qui nous a tant donné. Et je pense que le temps qu'on consacre, nous, tu vois, en tant que justement rédacteur de l'ABCDR à ce site, et ben c'est la même chose en fait, c'est que c'est une musique qui nous a tous apporté à différents degrés personnellement, et dont on mesure aussi l'importance qu'elle a pour plein de gens, pour plein de raisons différentes, pour des raisons sociales, pour des raisons culturelles, pour des raisons, tu vois, économiques, et de faire des livres en plus avec cette marque ABCDR, avec la même exigence éditoriale. C'est trop bien, et je sais que moi, par exemple, dans ce livre-là, le dernier qu'on a fait, 1990-1999, une décennie de rap français, j'ai un article où ce que je te disais sur le rap américain que j'ai fait avec les éditions Audimat, je le fais un peu sur le rap français des années 90. Okay. Alors je peux pas y aller aussi profondément parce que on est plusieurs à écrire des bouquins, et tu vois, il y a aussi ce défi là, exactement. Mais je suis très content d'avoir pu le faire parce que en France on a du mal à parler de musique et de son, tu vois, surtout quand il s'agit du rap, et le rap français c'est pas que une manifestation culturelle d'un environnement social, comme on le dit souvent, tu vois, et comme on l'a souvent dit dans les années 90, tu vois. Et c'est pas seulement des gens qui écrivent très bien et qui rappent bien, c'est aussi des gens qui avaient déjà une vision de ce que pouvait être un rap français avec son identité sonore particulière. Ouais. Et donc, dès que j'ai ces espaces-là pour le faire, en plus pour l'ABCDR du son, c'est une satisfaction de ouf. Et en plus, quand les gens nous renvoient l'appréciation qu'ils ont eue de notre travail, là c'est génial, quoi. Ouais, c'est golden. Et est-ce que t'as l'impression que t'es un peu je sais pas, mission c'est fort comme terme, mais en mission en fait pour comme give back au rap, ce que le rap t'a donné? Ça rejoint ce que t'as dit tout à l'heure. Je sais pas si c'est une mission, mais c'est juste que je pourrais jamais prendre je sais pas comment expliquer ça, je pourrais jamais prendre de haut ce qu'est cette musique, d'où elle vient, et les gens qui la font, tu vois, les personnes qui la font. Et je pense que quand t'es journaliste musical ou journaliste culturel de manière générale aussi, il faut avoir une part aussi de modestie en disant que de toute façon tu n'es qu'un passionné qui peut être très autant érudit que tu veux. Tu ne fais que qu'écrire, commenter, produire de la pensée sur des choses qui existent et que d'autres personnes font, et ils mettent du temps, de la passion à faire. Donc je sais pas si effectivement le mot mission c'est le plus adapté, mais c'est juste cette envie de transmettre, quoi. Moi il y a jamais rien qui me satisfait plus que quand des plus jeunes auditeurs et du coup lecteurs, tu vois, qui peuvent s'intéresser à ce que je fais, me disent merci, tu m'as fait découvrir ça, tu m'as fait comprendre ceci. Trop bien. Moi à partir de là, la mission, la limite là, elle est remplie, tu vois. C'est à partir du moment où j'ai nourri la même passion, curiosité qui moi m'a drivé, trop bien. Ouais, ce carton plein un peu. Est-ce que t'as déjà eu des doutes dans ta carrière de journaliste? J'en ai tous les jours. Ouais. J'en ai chaque matin où je me lève, j'ai des doutes. Est-ce que tu veux citer des exemples ou t'es pas obligé. Franchement, après une chronique qui peut être mal comprise, tu doutes. Après une interview où tu ressors et t'es pas complètement satisfait de ce que t'as fait, tu doutes. De toute façon, moi, je suis un mec qui doute tout le temps. Je suis une personne qui doute constamment. Bienvenue. Voilà. Donc ça me quittera pas, et c'est très compliqué. Enfin, non, il faut pas que je dise ça. Il faut justement essayer de dépasser ses propres doutes. Mais non, constamment le doute. Mais je pense que, alors, le doute, je pense que c'est à la fois salutaire et ça peut être aussi un piège. Ouais. Parce que après, à trop douter, tu te figes
t'avances plus, t'es un peu comme un lapin face à une voiture plein phare, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as déjà vécu une situation comme ça qui est très flippante, du coup, parce que tu freines et tu as peur de l'écraser, cette pauvre bête. Mais tu sais, souvent, malheureusement, c'est ça, tu vois, ils sont tellement figés par la peur qu'ils s'arrêtent, alors que justement, il faut bouger, il faut avancer, tu vois. Et parfois, le doute, ça peut être ça. Ça peut être un frein, ça peut être un boulet, et t'avances plus, et ça t'étreint, et tu vois, et ça peut se transformer parfois en angoisse, enfin bref, voilà, quoi. Mais le doute, je pense que parfois, c'est aussi sain, parce que ça te permet de te remettre en question. Tu vois, pourquoi en fait, il faut comprendre d'où vient ce doute. Pourquoi j'ai ce doute-là? Ça vient d'où? Est-ce que c'est, tu vois, on en parlait tout à l'heure quand je parlais de mes débuts à l'ABCDR du son. Est-ce que c'est pas un truc, sentiment d'être dans une imposture, d'être mal compris? Le retour des gens aussi parfois, parce que je parlais des retours positifs, parfois il y a des retours négatifs, et il y a parfois des retours négatifs qui peuvent toucher. Il y en a qui sont malveillants, et il y en a qui sont, je sais pas si je dirais bienveillants, mais qui sont constructifs, tu vois. Ouais. Et il faut savoir les écouter, les comprendre, je pense, tu vois. Mais il faut savoir avoir le temps et la lucidité de comprendre pourquoi ce retour-là t'a touché, pourquoi il t'a fait douter, et comment tu peux dépasser ce doute. Soit en corrigeant ce qui finalement a nourri le doute parce que tu t'en as pas tiré de satisfaction justement de ce que t'as pu faire, soit te dire en fait ce doute-là il est infondé parce que j'ai réussi à faire ce que j'ai à faire, j'ai rempli ma mission et voilà quoi. Mais oui, le doute il est constant. Voilà, il y a, je pense que les personnes qui doutent pas, elles sont encore plus amenées à se planter et à faire de plus grosses erreurs, je pense. Ouais, tu vois. Je pense aussi. Mais moi, j'arrive toujours pas à savoir. Enfin, genre, pour moi, le doute, c'est tellement un truc, genre... comme t'as dit, ça peut être un frein, et parfois, ça peut être un moteur. Mais du coup, je crois que je suis trop perdue entre ces zones-là. Genre, ouais, mais c'est normal. Le truc du lapin, là, c'est tellement l'image parfaite pour décrire le truc, quoi. Oh mon Dieu. Ouais, je pense qu'il y a pas de réponse toute faite et que c'est les expériences personnelles, tu vois. Mais après, je pense que, tu vois, je te parlais de l'entourage tout à l'heure. C'est important d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui savent te conseiller et des personnes aussi qui savent te renvoyer à tes qualités et tes défauts, tu vois. Et heureusement, j'ai des personnes dans mon entourage qui, à des moments où je doute ou où je peux être anxieux, me disent mais regarde ce que tu as déjà réussi à accomplir, regarde ce que tu as accompli. Sans me gonfler, tu vois, sans me flatter pour rien, mais juste pour te remettre sur les rails, juste pour te remettre sur les rails et puis redonner un peu de confiance, tu vois. T'as du mal à trouver de nouvelles idées? J'ai pas du mal à les trouver, j'ai beaucoup plus de mal à les mettre en application pour les raisons qu'on a expliquées, tu vois, dont on a parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai déjà une vie professionnelle pas mal remplie. Il faut trouver l'équilibre avec la vie de famille et il y a parfois des trucs sur lesquels j'ai envie d'entreprendre, tu vois, à titre individuel. Et tu sais, tu fais le bilan de ta semaine où tu regardes ton agenda et tu fais mais en fait j'ai pas le temps, tu vois, de les faire, tu vois. Et donc parfois c'est sûrement si on cherche des mauvaises excuses, ça m'arrive aussi assez souvent. Si je dois être un peu lucide là-dessus, mais pour plein de raisons, hein, tu sais, il y a des fois tu pourrais bosser, tu pourrais avancer sur des trucs et puis tu dis j'ai envie de souffler, j'ai envie d'allumer ma console et de jouer à Zelda, tu vois, bon bah voilà. Mais oui, j'ai des nouvelles idées, mais j'arrive pas encore à trouver l'espace mental et peut-être les bonnes raisons pour me motiver à les mettre en application, tu vois. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça, comment dire, tu sais, ça vient toujours dans un temps précis, genre. C'est comme quand il y a un nouvel album qui sort, et genre tu sais que tu veux l'écouter, tu sais que tu dois l'écouter, mais genre c'est juste pas le moment. Et puis genre tu vas l'écouter peut-être 6 mois plus tard, mais c'était pile le bon moment pour l'écouter, genre. Ah ouais, alors ça par contre sur l'écoute des albums, moi alors parfois pour des raisons professionnelles, je suis un peu contraint, tu vois, d'écouter ce qui se fait, d'aller. Mais je sais qu'il y a parfois des moments où en fait j'ai envie de prendre le temps d'écouter une fois que le soufflet est retombé, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y a des moments d'écoute qui sont jamais aussi sains que ça, tu vois. Ouais. La hype ou la mauvaise hype, tu vois. Ça peut tellement biaiser ton rapport premier que non, en fait, bah, j'écouterai pas maintenant et je l'écouterai quand j'aurai envie de l'écouter, quoi. Ça met la pression de ouf, je trouve.
quand on te demande en plus ton feedback et tout, et t'es là, bon, alors, est-ce qu'on peut attendre un peu, s'il vous plaît? Exactement. Est-ce que tu t'es déjà senti pressé, du coup, par l'actualité par exemple, tu sais, tu dois préparer une émission, et du coup, tu dois forcément écouter ça. Je crois que c'était avec Yerim que j'en parlais, à l'époque où il y avait l'émission, là, c'était Move Rap Club, je crois. Attends, After Rap. After Rap, ouais. Où il devait faire le débrief des sorties, tu sais. Ça, moi, je m'y suis prêté 2 saisons à After Rap. Ouais. Et je pense que ça a comblé un manque à un moment parce que No Fun se terminait et je crois que j'avais besoin de retrouver un espace où il y avait cette forme à la fois de camaraderie, tu vois, et de moments où en fait tu décryptes un peu les trucs, mais je me suis rendu compte que c'était pas le même exercice et que du coup même moi j'en tirais pas la même satisfaction, tu vois. No Fun, on prenait un album, en général on avait 1 à 2 semaines pour l'écouter. L'After Rap, t'écoutais le truc le vendredi matin pour l'enregistrer le vendredi. Bon, ouais, effectivement là c'est pas les conditions idéales, même si tu peux faire du mieux que tu peux et que bon, ouais c'est compliqué, ouais. Et avec le code, ça te fait ça ou pas? Non, parce que le code, le code, typiquement le code review, c'est un peu comme à l'époque de No Fun. En plus là on enregistre toutes les 2. Bah à l'époque aussi No Fun on enregistrait toutes les semaines, mais on enregistrait 2 épisodes. Là le code review, on a en général un album et puis on a une thématique qui est un peu liée à l'actu ou pas. Ouais, c'est quand même large. Et oui, on a le temps parce que soit c'est des choses qui sont déjà sorties, ça ce qui nous est arrivé par exemple quand on a parlé de l'album de La Fève, tu vois, l'album était sorti fin décembre, on l'a mi-décembre et on en a parlé, on a enregistré début janvier, donc tu vois, on avait quand même bien 3 semaines de mémoire, tu vois. Soit parfois en fait c'est des liens qu'on reçoit à l'avance. Mehdi travaillant chez Apple, c'est des trucs, des écoutes qu'on a en avance, tu vois, pour pouvoir les écouter. Et ça te laisse le temps, tu vois, ça te laisse le temps d'écouter, voilà. Donc oui, c'est pas les mêmes conditions de ce qui pouvait arriver dans After Rap, attention, sur After Rap parfois on pouvait aussi recevoir des trucs à l'avance. Mais ouais, c'est pas le même rapport au temps et c'est pas le même rapport au recul avec tes propres sensations, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu te lasses parfois de ce métier finalement? Oui, mais je pense comme d'autres personnes se lassent de leur métier, tu vois, à un moment donné. Pourquoi? Tu vois, sur les doutes et les remises en question dont on parlait tout à l'heure, est-ce que au fond arrive bientôt dans 3 ans j'ai 40 ans, tu vois, donc est-ce que j'ai la même est-ce que j'ai l'approche la plus juste et la plus précise, tu vois, pour apprécier de la musique faite aujourd'hui par des gamins qui en ont 18-20, tu vois. Même si je pense que j'ai écouté tout ce qu'ils ont écouté, on n'est pas de la même génération. Tu sais, l'art, ça se nourrit de plein de trucs. Et la créativité, ça se nourrit de plein de trucs. Des artistes qui sont nés au début des années 2000, qui arrivent aujourd'hui, ou même au milieu des années 2000, ils ont grandi avec d'autres codes. Et il y a d'autres codes culturels qui les ont nourris autrement et que j'ai pas. Tu vois, il faut être lucide là-dessus, je les ai pas. Donc, je m'interroge sur est-ce que parfois en fait, tu vois, c'est un peu le paradoxe, c'est que je pense que j'ai accumulé en fait, c'est tout bêtement, enfin c'est mécanique, c'est le nombre d'années que j'ai à écouter cette musique, écouter plein de musique. J'ai accumulé une forme d'érudition qui me permet, à mon niveau, donc c'est très relatif à mon échelle à moi, d'avoir une appréciation globale de plein de choses qui sont dans cette musique, et en même temps, je sais que parce que j'ai mon âge, et, tu vois, il y a aussi des choses que je ne comprends pas, et que je ne pourrais jamais vraiment comprendre totalement. Donc, oui, il y a ce truc de est-ce que il faut pas qu'entre guillemets je laisse ma place, tu vois, à d'autres personnes qui peut-être pourront faire le job, je sais pas si c'est mieux que moi, mais avec une approche qui sera forcément pas celle que j'ai moi, tu vois, et qui pourrait être aussi nécessaire, tu vois. Est-ce que j'ai pas fait le tour de ces conversations avec les beatmakers que je fais d'abord à l'ABCDR du son, que j'ai fait depuis 14 ans à l'ABCDR du son, ensuite chez Move quand j'ai fait les émissions La Prod, et maintenant aujourd'hui avec BPM. Est-ce que peut-être que j'arrive à me renouveler, tu vois, sur cet exercice? Est-ce que j'ai des approches nouvelles aussi dans la manière de les faire parler, de leur faire parler de la créativité? Et puis parce que j'ai d'autres envies mais que j'arrive pas, tu vois, à les aboutir aussi. Donc est-ce que c'est oui, tu vois, le doute et le questionnement constant. Voilà. Et parce qu'il y a un principe de réalité, c'est qu'aujourd'hui
Dieu merci, j'arrive à gagner ma vie avec ma passion, tu vois. Je roule pas sur l'or, mais j'arrive à remplir le frigo, j'arrive à avoir un toit au-dessus de ma tête, j'arrive à subvenir aux besoins. Voilà, on est deux, mais on arrive à subvenir aux besoins de la famille et c'est équilibré, donc ça va. Donc tu vois, ça là-dessus, c'est cool. Et j'arrive aussi à apprécier ça, tu vois. Ouais. Mais forcément, tu vois, à te demander si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que je vais aussi bien gagner ma vie? Et est-ce que, bon, tu vois, c'est mille et une questions, mais encore une fois, je pense comme plein de personnes qui sont dans un milieu professionnel, tu sais, c'est plus comme la génération de mes parents et peut-être aussi de tes parents à toi, tu vois, c'est ils avaient un métier, tu vois, en général, ils faisaient toute ta vie. Moi, mes parents, ils ont fait le même métier jusqu'à leur retraite, tu vois. Je pense qu'on est arrivé à un moment où en fait c'est plus le cas. Ça peut être parfois subi, malheureusement, parce qu'on est dans un monde aussi où la réalité économique et la réalité du monde du travail est très instable. Et c'est peut-être aussi une chance parce que ça te permet de faire d'autres choses en fait, et que t'es plus défini seulement par ton travail, tu vois. J'ai la chance d'avoir un métier passion et j'en mesure la chance, tu vois. Ça c'est cool. Il y a des gens qui ont des métiers bien plus difficiles que moi, tu vois, et j'ai des potes qui ont des métiers plus difficiles que moi, et voilà. Mais et je pense que il y a à un moment donné, il y a la question de est-ce que j'ai pas atteint une date limite, et tu sais, aussi pour plein de choses, est-ce que il y a pas le risque de devenir entre guillemets aigri, tu vois, mais en tout cas d'avoir des postures qui soient plus les bonnes, qui ne soient pas les bonnes tout court. Donc il y a ça m'arrive de m'interroger sur est-ce que je peux continuer à faire ça longtemps ou pas. Ouais. Je pense que tu peux pas devenir aigri avec le genre de questionnement que tu viens d'avoir. J'espère. Je crois qu'il y a rien de pire que ça. Il y a rien de pire que ça, l'aigreur et tu vois, je pense qu'aussi quand t'es journaliste dans la culture et l'art de manière générale, c'est important aussi d'avoir de l'empathie. Et de l'empathie pas seulement sur des choses humaines, mais de l'empathie dans le sens de te mettre à la place de l'autre et de l'artiste en particulier. Et c'est un vrai défi, un vrai challenge, tu vois, quand en plus, comme je te le disais, c'était des artistes plus jeunes. C'était quoi leur intention, c'est quoi les codes qu'ils ont. Et en fait, c'est trop bien parce que ça t'oblige à rester frais, tu vois, et à comprendre des nouvelles directions musicales qui peuvent être françaises, américaines, qui prennent, de comprendre d'où ils viennent, de comprendre ce qu'ils veulent faire. Et comment leur intention, elle se concrétise et elle arrive à devenir pertinente et singulière avec, tu vois, leur propre code à eux, quoi. Donc je crois que jusque là ça m'empêche de devenir aigri parce que même si c'est pas de la musique que je vais réécouter, j'ai au moins ce que j'appelle moi la distinction entre la compréhension intellectuelle et la compréhension critique. C'est-à-dire que la compréhension intellectuelle ou théorique, tu vois, la compréhension théorique c'est je comprends d'où ça vient, je comprends ce qu'il veut faire. Et puis après, bon, t'as tes goûts. Après, j'aime ou j'aime pas. Exactement. T'as tes goûts et t'arrives ou ton appréciation, tu vois, et t'arrives à développer un discours nuancé et construit sur qu'est-ce que je trouve réussi ou non, quoi. Là, c'est plus, tu vois, la compréhension critique, quoi. Ok. Et t'as d'autres centres d'intérêt, du coup, qui pourraient potentiellement t'intéresser? Non, tu vois, j'arrive même pas à répondre à la question. C'était très laborieux ce que je viens de faire. Pas de souci. Il y a vraiment pas de souci. Je crois que le plus grand centre d'intérêt que j'ai dans ma vie, c'est la musique de manière générale, tu vois. J'aimerais parler d'autres musiques, je crois, parce que j'en écoute beaucoup d'autres. J'écoute beaucoup de R&B, je suis un grand amateur de R&B. L'album que j'ai le plus écouté l'an dernier, si j'en crois mes statistiques, tu sais, en fin d'année là, c'était un album de R&B, c'était l'album de Victoria Monet. Ok. Que je continue encore beaucoup à écouter jusqu'à aujourd'hui. J'écoute toujours énormément de soul, j'écoute toujours énormément de funk, tu vois. Je me suis instauré un truc où le dimanche, j'essaie de pas écouter de rap. Parce que j'en écoute toute la semaine et je replonge dans des albums de soul certains que je découvre aussi parfois. J'ai par exemple, il y a tout ce qui est la production soul R&B des années 80. Je connais un peu moins et donc des fois je redécouvre ou je découvre des trucs. Donc je sais pas. Franchement, et ça se trouve, si je suis amené à arrêter de faire ce que je fais, je vais arrêter d'être journaliste dans la culture. Je trouve autre chose, hein, j'en sais rien. Peut-être, on sait pas. Tu vois, exactement. On sait pas. Et ça se trouve, c'est ça aussi, tu vois, c'est que d'un seul coup, t'as un rapport, tu redeviens un auditeur lambda. Ouais. Est-ce que c'est pas bien aussi, tu vois, au bout d'un moment, de juste redevenir, pas un professionnel, mais juste un pur auditeur amateur qui aime cette musique et voilà. Ouais, mais t'auras toujours l'oreille. Oui, bien sûr. Mais j'aurais pu développer de discours dessus, tu vois. C'est ça. Ça change tout, en vrai. Moi, je pense que si un jour je disparais de la musique,
ce serait probablement pour... Je pense que je ferais un métier dans l'aviation. Ok. Comme ça, je continue de voyager partout. C'est important ça. Pour toi, c'est important le voyage. Ouais, tu sais, des fois, je me suis interrogé, genre, est-ce que je veux pas devenir paysan, agriculteur? Bon, en ce moment, là, vu l'actualité, je sais pas si c'est une très bonne idée, parce que les pauvres, compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais c'est tout bête, hein, mais mes grands-parents étaient tous agriculteurs, paysans même, en fait. Parce que dans le côté agriculteur, il y a le côté un peu technique et, tu sais, capitaliste du truc. C'était juste des paysans qui faisaient de la culture pour vivre, quoi. Ouais. Donc, est-ce que à un moment donné, il y a pas un retour à la terre envisageable, tu vois, mais... On sait pas, hein. Je sais pas de quoi demain est fait, donc j'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée. Tu vois, ça fait partie des interrogations que je peux avoir parfois sur si ça s'arrête, qu'est-ce que je fais? Et si j'ai envie d'arrêter, surtout. Si j'ai envie d'arrêter et s'il faut s'écouter, tu vois, qu'est-ce que je fais? Bah voilà. Waouh. Ça apporte à réflexion. J'ai vu que là, ça t'avait fait un peu bugger, là. Ouais, là, ça m'a... on arrive à la dernière question, déjà. C'est un peu la question rituelle. Vas-y. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite et qu'est-ce que les gens qui les regardent, qui écoutent, peuvent te souhaiter pour la suite? Une vie sereine. Ça, c'est bien une vie sereine. Hein, voilà, la sérénité, c'est important. Et puis, ouais, je sais pas, professionnellement... que je trouve du temps à développer mes propres envies, tu vois, mes propres projets personnels. Voilà. Okay. Ça aussi. Si vous pouvez me souhaiter ça, comme tu vois le Genki Dama, tu regardé Dragon Ball? J'ai regardé que les premiers épisodes de Dragon Ball. Il y a une technique de Goku où en fait il lève les bras comme ça et les gens lui donnent un peu d'énergie vitale et il arrive à faire une grosse boule d'énergie. Ah c'est ça, oui j'ai l'image. Tu vois ouais, voilà. Ouais. Si je peux avoir, tu vois, la force comme un Genki Dama pour aboutir mes projets professionnels, merci Zamarie, merci. Voilà, ce serait cool. Ok, bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup, à toi aussi, plein de belles choses pour tout ce que tu entreprends. Tu fais plein de choses, t'as plein d'envie, plein d'allant, donc je te souhaite aussi d'aller au bout de tout ce que tu veux faire. On essaye. On va s'écouter aussi. Exactement, c'est important. Bah merci d'être venu. Merci à toi. Plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao. Portez-vous bien.